Alors, les documents internes et les documents externes. Les documents internes, généralement, on commence par un manuel qualité, sécurité, environnement, mais j'ai noté ici que ce n'est pas exigé par les normes. Vous n'avez pas l'obligation de le mettre. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est un document qui est important, qui permet un moyen de communication avec vos fournisseurs et vos clients. Donc, il contient un ensemble d'informations sur votre système de management QSE, un ensemble d'exigences, des performances et plein de choses sur lesquelles vous pouvez utiliser comme communication. Il y a la cartographie des processus. C'est un document interne, mais qui n'est pas aussi exigé par la norme. La norme ne vous demande pas d'établir un document qui s'appelle cartographie des processus. Mais c'est un élément qui est essentiel, qui permet de visualiser schématiquement les processus de votre organisme et les liens de ces processus entre eux. Fiche d'identité des processus, il y a des procédures, des instructions de travail, des modes opératoires, des spécifications techniques, des formulaires et bien sûr, en fin de compte, les enregistrements. Tout ça, ce sont des documents internes de l'organisme. Le nombre et la taille des procédures, ils diffèrent d'un organisme à un autre, en fonction bien sûr de tout ce qu'on a vu au début de la formation, ça veut dire la taille. Monsieur, oui. Monsieur, je peux vous poser une question? Oui, s'il vous plaît, avec plaisir. La différence entre un formulaire et un enregistrement. Comment? La différence entre un formulaire et un enregistrement. Très bien. Un formulaire, c'est un document qui contient un ensemble d'informations, de guides, d'informations nécessaires pour statuer sur le fonctionnement d'un processus ou d'une activité. Donc, il contient par exemple la date, par exemple l'opérateur, par exemple une mesure de température, par exemple, le nom de la machine, il comporte par exemple le devis sur lequel on fonctionne. Et l'opérateur, il va utiliser ce formulaire pour renseigner, pour noter, pour instruire. Et lorsqu'une fois il est instruit, il devient un enregistrement. Par exemple, vous avez un formulaire de non-conformité. Donc, c'est une forme de non-conformité. Il contient une case pour dire est-ce que cette non-conformité concerne un produit, est-ce que ça concerne un processus, est-ce que ça concerne la sécurité, ou bien la qualité, ou bien l'environnement. Et l'opérateur, lorsqu'il va utiliser ce formulaire, il va cocher par exemple. Il va donner la date. Ça concerne quelle unité? Il va mentionner par exemple l'unité de production du lait. Donc, il va l'instruire. C'est quoi la non-conformité? Déchirure par exemple de l'emballage ou bien la teneur en produits lipides elle est de telle valeur. Alors le formulaire, sur un Canva, il est fait pour répondre à un besoin de fonctionnement et pour donner la preuve. Et lorsque l'opérateur l'utilise et l'instruit à la main ou à l'intérieur du système informatique, ça devient un enregistrement. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, super clair. Je peux poser une autre question? Oui, bien sûr. Ok. Souvent, on nous parle d'informations documentées à conserver et informations documentées à tenir à jour. Quelle est la différence? Je n'ai pas bien saisi votre question. Si vous pouvez répéter. Alors, souvent, on nous parle d'informations documentées à conserver. À conserver, oui. Et informations documentées à tenir à jour. À dédier? À tenir à jour. À tenir à jour. Oui, quelle est la différence? Oui. Alors, la différence, les informations documentées à tenir à jour, c'est, par exemple, vous avez une réglementation ou bien un ensemble de réglementations. Et ça demande des changements. Il y a des changements. Si vos informations documentées ne sont pas à jour, vous ne serez pas en mesure de suivre les dernières modifications, changements de cette partie-là. Donc, il faut toujours tenir à jour. Conserver, c'est quoi? Conserver, c'est protéger, c'est garder, c'est ne pas jeter, ne pas perdre. Ça, c'est la conservation des informations documentées. Et lorsqu'on parle de la conservation, comme j'ai expliqué tout à l'heure, est-ce que c'est un document support papier ou bien support électronique? Comment je dois le conserver? Sur quel support je dois le conserver? Pendant quelle période je dois le conserver? Et comment je dois le protéger? Et comme ça, c'est ça, on parle de la conservation. Et la conservation, c'est aussi en fonction de chaque organisme. Il définit
ses propres critères ou bien exigences de conservation. Est-ce que c'est clair? C'est clair, mais bon, je voulais avoir une autre précision. Est-ce qu'une procédure est une information documentée à tenir à jour? Est-ce qu'un enregistrement est une information documentée à conserver? Oui, les enregistrements sont des informations documentées à conserver parce Ok. qu'ils donnent la preuve de la conformité. Par contre, une procédure, il faut qu'elle soit tenue à jour. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements, il y a des améliorations, il y a des modifications. À chaque fois qu'il y a une modification sur la façon de faire ou sur une nouvelle exigence, il faut tenir à jour votre procédure. Ok, super. Bien entendu, monsieur. Merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bien. Les documents externes. Les documents externes, il y a les normes. Et bien sûr, les normes, il y a une évolution des normes. Il faut toujours suivre les dernières révisions des normes. Il y a les textes légaux et réglementaires. Donc, c'est très bien que à chaque fois, dans les bulletins officiels, ou bien les journaux officiels de certains pays, il y a toujours des réglementations. Alors, il faut toujours suivre, est-ce qu'il y a des réglementations qui concernent votre activité, votre organisme? Il faut tenir à jour la liste des textes légaux et réglementaires. Dossier technique, oui. Monsieur, sur les tests légaux et réglementaires. La différence? Non. En fait, je pense qu'on a beaucoup, nous, qualiticiens, on a beaucoup de difficultés. Je m'explique. Oui. Alors, dans le processus de veille, il est quasi impossible de pouvoir, en temps réel, capter tous les changements réglementaires. Oui. Alors, ce que souvent, moi, je propose aux auditeurs qui nous auditent, c'est qu'effectivement, dans nos différentes entreprises, on a des prescriptions techniques. Oui. Et en réalité, souvent, c'est les prescriptions techniques que j'essaie de mettre sur un support Excel et que je les présente avant de leur présenter tous les tests réglementaires que nous avions. Mais bien souvent, on n'arrive pas à s'expliquer précisément comment est-ce que ces tests-là s'appliquent à nos différentes activités. Bien. Les spécifications techniques, c'est une chose, et les textes, ou bien le registre légal et réglementaire, c'est autre chose. Les spécifications techniques, c'est tout ce qui est exigé pour assurer la conformité des produits et services. Ça peut contenir des normes ou bien ça peut contenir des exigences clients. Par contre, pour tout ce qui est texte légal et réglementaire, c'est tout ce qui émane de l'État et de ces différents ministères. Donc, à chaque fois, vous avez régulièrement un bulletin officiel qui sort. Il sort avec les nouveaux textes ou bien des textes modifiés. Alors, il faut automatiquement assurer la veille, c'est-à-dire consulter ces bulletins officiels. Et lorsque je consulte, je vais voir est-ce qu'il y a un texte qui concerne mon activité. Si oui, je dois l'intégrer dans mon registre. S'il y a un texte modificatif, je dois voir comment modifier mon registre. Et après, je vais passer à l'évaluation. Est-ce que je suis conforme ou non? Si je suis conforme, je dois surveiller pour rester toujours conforme. Si je ne suis pas conforme, je dois mettre en place un plan d'action. Et un plan d'action, ça peut se faire dans quelques jours, comme ça demande des mois. Et à ce moment-là, donc je mets en place un plan d'action que je surveille et j'assure la réalisation. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Très bien. Alors, il y a les normes, les textes, il y a les dossiers techniques des fabricants des machines. Et on sait très bien que lorsqu'on utilise des machines, les machines sont généralement des sources de danger. Et dans le fabricant des machines, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne avec le dossier technique, dans la machine un dossier technique. Et dans le dossier technique, il y a toute la partie relative à la santé et sécurité. Au début, normalement, du dossier. Donc, je dois conserver ces documents pour voir un petit peu, lorsque je vais faire une maintenance de cette machine, dans le mode opératoire, je dois utiliser mon dossier technique pour revoir ou bien élaborer mon mode opératoire pour intégrer toute la partie de maintenance, j'intègre avec la partie de santé et sécurité pour ne pas avoir d'accident. Il y a aussi comme document externe les fiches de données de sécurité des produits chimiques, qu'on appelle les FDS, ou bien en anglais les MSDS, Material Safety Data Sheets. Alors ces documents-là, ils sont nécessaires à chaque fois que j'achète un produit chimique, je dois exiger qu'on me délivre
la fiche de données de sécurité de la FDS, et je dois consulter cette FDS, je dois intégrer les informations qu'il concerne dans mes modes opératoires. Et comme ça, je vais travailler d'une façon qui est tranquille. Et mes FDS, ils vont aussi me permettre d'intégrer, de revoir les instructions de travail relatives au stockage et aux manipulations des produits chimiques et à leur élimination finale. Tout ça, ce sont des documents externes. Les offres de prix aussi, ce sont des éléments externes. Et les offres de prix, ils contiennent aussi des spécifications. Et ces spécifications, ils font partie des attentes des parties intéressées, qui sont généralement les fournisseurs ou bien les clients. Et comme ça, je vais en mesure de les intégrer dans mon système. Et bien sûr, il y a d'autres documents externes qu'on peut utiliser dans le fonctionnement de notre organisme. Bien. L'importance des informations documentées. On se pose la question, pourquoi les 3 normes ont réservé tout un chapitre pour la partie information documentée, le 7.5 dans toutes les normes? Eh bien, c'est pour les raisons suivantes. Et ce n'est pas exhaustif. Il y a d'autres raisons, bien sûr, mais je vais me limiter à ces 5 raisons, bien sûr, principales. Premièrement, l'harmonisation des méthodes de travail. Lorsque je mets en place une procédure, cette procédure va me définir quelles sont les actions que je vais faire, quelles sont les étapes, qui va faire, comment il va faire. Et bien sûr, c'est faire le travail de la façon définie par l'organisme. Est-ce qu'il sera possible de travailler en ne respectant pas la procédure? Non. Il y a une procédure, il faut qu'elle soit respectée par l'ensemble des employés, l'ensemble des salariés ou bien l'ensemble des personnes concernées. Donc, ça permet de faire une harmonisation de la méthode. Il y a une maîtrise des activités aussi comme élément important. Donc, c'est pour éviter les erreurs et leurs conséquences. Si je respecte un mode opératoire, en matière de qualité, je serai avec un produit conforme. Si je suis en matière d'environnement, je vais éviter la pollution environnementale. Et si je suis en matière de sécurité, je vais éviter la survenance des accidents ou bien des maladies. Alors là, c'est une maîtrise des activités, faire l'activité tout en respectant l'environnement et la sécurité et bien sûr en satisfaisant nos clients. Troisième point, c'est la maîtrise des suivis et contrôles. Et bien sûr, dans le système de management, il y a un ensemble de mesures de surveillance, mesures et contrôles pour éviter les dérives. Effectivement, c'est assurer la surveillance pour éviter les dérives et réagir à temps. Et bien sûr, lorsqu'on dit par exemple un produit qui est non conforme et qui a été détecté non conforme après la libération, il y a une procédure qu'on appelle procédure de rappel. Donc, il faut rappeler ce produit. Il faut que cette procédure soit déjà définie. Il faut que la procédure soit définie, comment faire, qui va faire, par quels moyens on va faire. Tout ça, c'est essentiel. La maîtrise des suivis des contrôles. On va faire une surveillance. De quels paramètres? Combien de temps? Qui va faire la surveillance? Par quel instrument? Il faut que ce soit aussi documenté. Sinon, chacun va faire ce qui lui plaît et en fin de compte, on va se trouver avec des résultats non maîtrisés. Les informations documentées, c'est aussi un moyen de communication dans l'organisme et même en externe. Partage des données rapidement, efficacement. Si les informations ne sont pas conservées sur des supports comme des informations documentées, il va y avoir des difficultés de communication. Et bien sûr, on sait très bien qu'il y a un grand problème au niveau de la distorsion de la communication entre l'émetteur et le récepteur. Mais s'il y a une information documentée, alors là, ça va faciliter les choses, ça va faciliter la compréhension, ça va faciliter le partage d'une façon efficace et rapide. Et bien sûr aussi, l'important, c'est aussi l'amélioration continue. Et lorsqu'on parle de l'amélioration continue, c'est d'améliorer le système documentaire en fonction du niveau de maîtrise. À chaque fois qu'on trouve qu'on a besoin d'un contrôle, d'une mesure, on va dire est-ce qu'on peut l'intégrer dans une information documentée qui existe déjà? Si oui, c'est bon, on va faire une modification, une revue. Sinon, on va créer une information documentée, un nouveau formulaire pour permettre d'assurer ça. Et comme ça, on est dans l'amélioration. Une procédure. Donc, nous avons une procédure, on travaille avec la procédure, on passe en revue, on fait des audits et on trouve que la procédure, ça demande une modification, une amélioration, effectivement. Donc, on met dans une amélioration continue du système documentaire.
La conservation, l'élimination, le stockage, tout ça, ça permet de conserver et d'améliorer la maîtrise des informations documentées. Alors, si on veut bien comprendre l'importance des informations documentées, imaginons un organisme qui ne dispose pas d'informations documentées. Alors, prenez un petit moment de réflexion et dire, si jamais je travaille dans un organisme qui ne dispose pas d'informations documentées, aucune information documentée n'existe, est-ce que cet organisme peut continuer à exister? Est-ce qu'il peut démarrer? Est-ce qu'il peut atteindre des objectifs? Est-ce qu'il peut réaliser une valeur ajoutée? Alors, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Tout simplement parce que, déjà, il faut qu'il y ait une vision, une stratégie. Il faut qu'elle soit déduite par une politique. Alors là, la politique, c'est quelque chose qui est essentiel. Il faut définir les objectifs. Qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Définir les objectifs. Il faut communiquer ces objectifs. Il faut mettre en place les processus, le fonctionnement. Il faut définir les compétences. Il faut définir les ressources. Tout ça, ce sont des informations documentées. Définir l'organigramme, c'est un processus, c'est une information documentée. Les ressources nécessaires, les infrastructures, c'est documenté. Choisir les bons fournisseurs, les bons prestataires, c'est aussi à travers des informations documentées. Faire une évaluation des enjeux, des risques et opportunités, faire un plan d'action contre les risques et pour saisir les opportunités, c'est aussi une information documentée. Mettre en place des plans d'action pour assurer la conformité réglementaire, c'est aussi une information documentée. Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas imaginer un organisme travailler sans information documentée. C'est presque impossible et impossible. Et on va trouver très bien que les informations documentées sont d'une valeur capitale à condition. Quelles sont les conditions? La condition qu'ils sont adaptées à l'utilisateur. Et ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On ne peut pas mettre en place des informations documentées avec une langue qui n'est pas compréhensible par l'utilisateur ou avec un format qui n'est pas adapté à l'utilisateur. Par exemple, c'est ce qu'on trouve généralement dans les contrats de vente de certains organismes. Ce qui est essentiel, ils le mettent en très petits caractères. C'est très difficile de le voir. Et lorsqu'il y a un pépin, on veut dire, voilà, c'est noté, vous avez signé sur ça. Et bien sûr, c'est écrit. Effectivement, ça, c'est de l'arnaque et ce n'est pas normal. Dans l'organisme, vous cherchez à mieux faire, alors il faut faciliter les informations documentées. Mettez à la disposition des utilisateurs des informations documentées. Vérifier et contrôler par des informations documentées. Et lorsqu'on fait des mesures, il faut les analyser. Ce n'est pas faire la mesure pour faire la mesure, ce n'est pas instruire des formulaires bêtement, mais il faut qu'ils soient analysés pour chercher la conformité et pour chercher l'amélioration. Et tout ça ne peut se faire que si on dispose des informations documentées et qui sont à jour et qui sont bien conservées. Alors, maintenant, on va passer à la liste des informations documentées, donc je préfère qu'on la laisse jusqu'à demain, Inch'Allah, demain la matinée. On va commencer à 11h jusqu'à 14h. Et j'ouvre la parenthèse pour vos questions. J'ouvre la parenthèse pour vos questions. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions pendant ces 10 minutes qui restent. Alors déjà, comment vous avez trouvé cette formation par rapport à ce que vous attendiez avant? Est-ce que ça répond à vos attentes? Allô? Oui. Je prends la parole. Oui, ça répond parfaitement à mes attentes. Très bien. Alors, le bonus que j'aurais souhaité, c'est qu'on a des modèles. On a des modèles d'informations documentées. Ça m'irait mieux. Très bien. Alors, je vais partager avec vous un grand nombre de modèles de documents, mais il faut savoir les utiliser. Et demain, Inch'Allah, demain, je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques exemples de modèles d'information documentée. Et à vous, bien sûr, et je vais aussi vous présenter comment on peut les adapter. Super, super.